Vous savez, entre le Maroc et l'Algérie, il y a une guerre en ce moment. Mais c'est une guerre silencieuse. Ici, les armes, ce ne sont pas des soldats, ce sont des barrages. Une guerre pour le contrôle de l'eau, une ressource qui se fait de plus en plus rare. Alors, comment est-ce qu'un simple bloc de béton peut devenir un outil géopolitique aussi puissant? C'est vraiment la question centrale ici. Et ce n'est pas juste une image, c'est littéralement comme ça que sont décrits les nouveaux barrages marocains, de véritables outils de pression. Le décor est planté. Bon, pour bien comprendre comment on en est arrivé là, on va décortiquer ensemble cette rivalité, qui est vraiment d'un nouveau genre. On va le faire en 5 temps. On entre donc dans le vif du sujet. Et ici, il faut bien comprendre que les lignes de front, ce ne sont pas des tranchées, ce sont des barrages. Des ouvrages d'art, oui, mais qui redessinent complètement les cartes et les rapports de force. Maintenant, parlons de l'étincelle, ce qui a vraiment mis le feu aux poudres. C'est l'offensive de l'Algérie sur Garadjibilet, un des plus grands gisements de minerais de fer au monde. Imaginez un peu, un véritable trésor géologique là, enfoui sous le sable du désert. Pour l'Algérie, exploiter Garadjibilet, c'est un enjeu colossal. On parle de souveraineté, de puissance économique, c'est la promesse de peser lourd sur le marché mondial de l'acier. Et quand on regarde la chronologie, c'est implacable. On avait un accord qui datait de 50 ans et il a été balayé en quelques mois à peine. D'abord, il y a eu l'expulsion de fermiers marocains, ce qui a été vraiment vécu comme une provocation. Et juste après, l'Algérie qui lance le projet minier toute seule avec ses partenaires chinois en ignorant complètement ses engagements passés. C'est clair, la boîte de Pandore était ouverte. La stratégie algérienne, elle est limpide. C'est ce qu'on appelle la politique du fait accompli. C'est simple, on construit, on investit massivement, on crée une nouvelle réalité sur le terrain. Une réalité que, plus tard, il sera quasiment impossible de remettre en cause. Alors, face à cette offensive industrielle, à ce fait accompli, quelle a été la réplique du Maroc? Eh bien, pas la force. Non, une contre-attaque beaucoup plus subtile, qui se joue sur le long terme. C'est ça la fameuse stratégie du robinet. Cette petite phrase, bon, ce n'est évidemment pas une déclaration officielle, mais elle résume parfaitement la logique marocaine. Vous prenez nos terres, vous nous écartez de la mine. Très bien, nous on garde notre eau. C'est une réponse du berger à la bergère d'une simplicité presque désarmante. Et là, on arrive aux deux pièces maîtresses de cette stratégie. D'abord, le barrage de Kadouza. Et ensuite, celui de Kinguérou, qu'on surnomme carrément le monstre, juste pour vous donner une idée de sa taille. Mais leur point commun, et c'est là que tout se joue, c'est leur emplacement. Ils sont sur des fleuves qui naissent au Maroc avant de s'écouler vers l'Algérie. Ils forment une véritable barrière hydraulique. Le mécanisme de pression est redoutable parce qu'en retenant l'eau, le Maroc fait d'une pierre deux coups. D'un côté, premier objectif, il sécurise l'irrigation pour ses propres agriculteurs, dans une région qui souffre souvent de la sécheresse. Et de l'autre, il met une pression énorme sur le projet algérien. Comment? En menaçant directement l'approvisionnement en eau de la ville de Béchar. Et Béchar, c'est le centre logistique vital de la mine. Sans eau à Béchar, tout le projet est en péril. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir ces deux logiques qui s'affrontent. D'un côté, on a le fait accompli industriel algérien. C'est rapide, c'est visible, c'est massif. Et de l'autre, la réponse marocaine, qu'on pourrait vraiment appeler une stratégie d'étouffement lent. Le but, ce n'est pas de bloquer la mine frontalement, non. C'est de rendre son exploitation de plus en plus compliquée et donc, à terme, économiquement non viable. C'est une stratégie de patience qui mise sur l'épuisement logistique de l'adversaire. Alors, on peut se poser la question, pourquoi le Maroc a-t-il misé sur l'eau comme arme principale dans ce bras de fer? La réponse, en fait, elle est dans la nature même de ce conflit, qui est complètement asymétrique. Pourquoi tout miser sur l'eau? Après tout, il y avait peut-être d'autres options, plus classiques sur la table pour le Maroc, non? Eh bien, la réponse, elle est assez simple, en fait. Toutes les autres portes étaient fermées. Un recours en justice? Impossible. L'Algérie ne reconnaît pas la juridiction. Une revendication territoriale? Beaucoup trop dangereux. La diplomatie? Des négociations? Inenvisageable. Les relations sont rompues. Donc, l'eau devient de fait le seul, l'unique levier d'action concret qu'il reste au Maroc. On voit bien ici l'asymétrie. Chaque camp joue avec ses propres forces. L'Algérie, c'est la puissance des ressources, de l'industrie. Le Maroc, lui, joue une carte totalement différente. Une carte que rien ne peut contrer, sa géographie. Maintenant, si on prend un peu de recul pour regarder la situation dans son ensemble, on se rend compte que toute cette partie d'échec géopolitique, elle se résume à un seul et unique concept, l'hydropolitique. L'hydropolitique, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la politique de l'eau. C'est la manière dont le contrôle d'une ressource, qui se raréfie de jour en jour, se transforme en un véritable outil de pouvoir entre les nations. Dans un monde qui fait face au changement climatique, maîtriser l'eau, c'est maîtriser l'avenir. L'hydropolitique, ce n'est plus de la théorie, c'est une réalité brute. Et au fond, tout ce bras de fer, toute cette stratégie, tout se résume à cette vérité quasi biblique, cette loi de la nature. Celui qui est en amont tient le robinet de celui qui est en aval.
C'est la clé de voûte de toute la stratégie marocaine, un avantage naturel offert par les montagnes de l'Atlas. Ce qui se passe entre le Maroc et l'Algérie, ça nous force à nous poser une question bien plus large qui nous concerne tous. Dans un monde où les ressources vitales comme l'eau s'épuisent, est-ce que la géographie ne va pas devenir finalement l'arbitre ultime des conflits du XXIe siècle ?